Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue à Dunkerque, bienvenue dans le port de Celticos, et bienvenue face au Mogami, l'hygiène Mogami, le cuirassé rang 8 japonais. Vidéo qui va me permettre de renouer avec mes anciennes amours, c'est-à-dire les croiseurs lourds, puisque nous allons avoir, on va traiter du gameplay des croiseurs lourds rang 8, et je vais pousser le risque jusqu'à mettre effectivement deux parties de gameplay à deux croiseurs extrêmement différents, mais avec le même pilote, afin que vous voyez comment il s'adapte, et il adapte sa tactique, et il fait ce qu'il faut, parce qu'il faut le faire à ce moment-là. Il ne fait pas son gameplay à lui, et il ne force pas son navire à jouer sa tactique à lui. Il s'adapte à la tactique du navire, il s'adapte à la situation de la bataille également, et vous allez voir avec quel bonheur. Alors on attaque tout de suite avec le Mogami, ça ce sera la première chose, et on se retrouve juste après pour les écrans de la bataille. A tout de suite. Allez, on est parti. Nous sommes sur la carte Terre de Feu, en mode domination. Nous sommes avec Falco, qui comme d'habitude nous donne le mal de mer. À bord de son Mogami. Alors ça c'est original, on ne voit pas souvent Falco sur un Mogami. Il est en division avec Mori et son Tirpitz et Vogaz avec son Prince Eugen. Tous les deux sont des membres, enfin tous les trois sont membres du même clan, le mien, l'ADML, l'Alliance des Mondes Libres. Et c'est parti donc, un quatuor de rang 8, embarqué dans une bataille de tier 10, puisqu'il va y avoir en phase 2 un double Kurfürst en tier 10, deux Hindenburg, deux Shimakaze, plus un Iowa en tier 9, et le Taiwo porte-avions tier 9, sur rencontrer le Shumu, le panasiatique tier 9. Vous voyez que, bon, il y a quoi faire. Et les tier 8 de l'adversaire, c'est un Bismarck, un Baltimore et un Cleveland. Donc, c'est pas gagné. L'opposition est farouche. Donc, la petite division d'ADML, on regarde sur la minimap, va suivre le Shimakaze pour l'aider à se saisir de C, ou tout au moins de sécuriser et assurer perturber un éventuel push sur C. D'ailleurs, sur cette carte, les ennemis, les rouges, vont toujours sur C l'essentiel de la force, donc là, ça risque d'être chaud, parce que les rouges ont tendance à pousser sur C, et ils ne sont que 3. Regardez la minimap, toute la flotte verte est partie vers A, ni plus ni moins, étonnant. Et pas si étonnant que ça, hein, je viens de le dire, il y a un push ennemi généralement sur C, assez important. D'ailleurs, vous voyez que Falco est en train de tourner à son tour. Je pense qu'il veut tourner pour pouvoir se mettre en capacité de lancer des torpilles très vite. Il a regardé son témoin de torpilles, et il arrose pratiquement avec ses torpilles tout le cap C. J'ai dit que c'est pas très intéressant dans la mesure où les torpilleurs rouges du Taiwo sont en train de passer sur le cap C, et que donc ils spotteraient des éventuelles torpilles du Mogami. Pour l'instant, le Mogami se contente de rester furtif, il tire sur personne. Le Prince Eugen est peut-être plus embarrassé, il est allé se mettre derrière une île, il ne pourra pas facilement en faire demi-tour. Et effectivement, Mori a dû dire à Falco et à Prince Eugen, allez, on dégage. Et ben voilà, le Taiwo a dépopé le malheureux Gogaz. Bataille qui a duré 3 minutes pour Gogaz. Frappe dévastatrice d'emblée. Et Mori et Falco, qui ont dû convenir de partir, ils allaient se retrouver seuls devant le push. Celui que je vous avais dit dès le départ, hein, il y a un gros push ennemi sur C systématiquement. Ils abandonnent donc le Shimakaze à son triste sort, et vont partir vers B, essayer de rattraper la flotte.
Mais Falco n'a pas tiré un seul obus, et c'est bien sûr, c'est tout à fait naturel. Là, il y a une bataille de Shimakaze. Je vois pas les torpilles du Shima vert. Est-ce qu'on va aller voir? Non, le Shima rouge vient redémarrer, ça y est, il a lancé ses torpilles, le Shima vert. Est-ce que ça va... Ah, je crois qu'il les a loupés, les a tirés sur... Alors que le Shima rouge était en train de reculer. Et entre-temps, l'autre a redémarré, et donc... c'est un loupé. Du coup, Falco va plutôt se diriger vers B, globalement. Puisque ça ne sert à pas à grand chose que toute la flotte aille sur A. Il suffit que d'envoyer 2-3 cuirassés. Et tous les autres devraient pousser comme des malades sur B. Parce que là... le Shimakaze vert est dans une position inconfortable. Il y a un Baltimore pratiquement de l'autre côté du Nil. Il va se faire sortir. S'il arrive à s'en sortir, ce sera miraculeux. Ah, et même Falco s'en inquiète. Il regarde. Mais j'ai l'impression que la cadence de tir là, ça va... Allez, il prend très très cher. Voilà, c'est fini. Le Baltimore l'a sorti. Le Baltimore, c'est tout à tisse. Eh bien, petit avantage, même assez net avantage pour les rouges. Mais ils n'ont pas pris le temps de KPC, alors qu'ils avaient fait le grand nettoyage. Alors que les verts, eux, sont en train de sécuriser. Ah, enfin, sécuriser, c'est un bien grand mot. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les décaper petit à petit. Du coup, Falco qui va sur C pourrait peut-être faire une bonne affaire en allant caper tout seul C. Ça continue, le Shimakaze à couler Fletcher. Donc il y a un double Shimakaze, c'est le Shimakaze qui doit être du côté de A. Et ils viennent de perdre un troisième navire. Le Taiwo rouge a mis un chasseur sur B pour spotter éventuellement les ennemis. Et les 3 torpilleurs sont à la poursuite de Mori sur son tir-pits. Taiwo est assez implacable dans sa façon de jouer. Mori qui demande de secours à son porte-avions, mais le temps que celui-ci rapatrie les chasseurs, ce sera trop tard. J'ai l'impression qu'effectivement il envoie ses avions, mais... Voilà, Mori qui prend cher. Il s'est pris 2-3 torpilles là. Et encore d'une autre. Voilà une... Allez, les premiers coups de canon du Mogami, c'est sur le Bismarck. Alors, on essaie de les décaper et on y arrive. Donc, intelligemment, Falco préfère quitter les lieux. Corfond qui était autour de A et qui se relocalise. Et il croise Falco qui était du côté de C et qui se relocalise vers A. On prend des nouvelles de Mori de l'autre côté. Ah, il a 50% de sa vie. Il doit être continué agacé, Mori. Pas encore réussi à caper. Voilà, ils ont enfin capé. Ah, mais les rouges ont offert une sacrée résistance. Pendant que C, lui, était capé sans trop de résistance. Dans le résultat, ils ont accumulé une grosse centaine de points d'avance. Sans compter qu'il y a un destroyer de plus qui a été détruit. Falco qui s'en tire avec 50% de sa vie, voilà, il a rejoint la flotte. Ça va être largement temps de joindre ses canons à ceux du reste de la flotte.
Les torpilles n'ont pas l'air mal. Et Cleveland va avoir du mal. Ah ouais, Cleveland risque d'avoir un petit peu de problème pour les éviter. Si, ah, ça passe, c'est bon. Ah non, ah non, oh là là, il les a évités d'extrême vitesse. Pas de chance, hein, perso. Le torpille était belle. Pas dû passer beaucoup. Revoilà le Corford qui a fait demi-tour, lui aussi, il a rejoint sa flotte, il est revenu à la hauteur de sa flotte, tant qu'il a fait demi-tour pour rejoindre ses canons, à ceux de l'Iowa. Je regarde, il est en configuration croiseur lourd, des tourelles doubles. Ouais, moi pour info, je préfère la configuration croiseur léger, les croiseurs triples, les tourelles triples de 155, que j'estime plus intéressante en termes d'incendiaire. Après, version croiseur lourd, évidemment, les chuquettes sont plus intéressantes. Et de 230, je crois, il me semble. Un coup de klaxon pour expliquer au confort qu'on arrive. Petit à petit, les adversaires, les rouges ont vu leur avance fondre. Il n'y a plus qu'une cinquantaine de points d'écart. Et le confort s'est pris une torpille. Mais les rouges poussent peut-être un peu plus fort que les verts qui sont un petit peu sur la défensive. Voilà. Ouais, il veut se mettre sur le Corford. Il lui a remis un incendie. Ah, ils sont bien sûr sur le cuirassé, qui est tout près de lui. Ah, des deux têtes de torpille. Il est à 44 000 de dégâts, ce qui est pas mal compte tenu du fait qu'il est resté une longue période sans tirer. Donc depuis, il est très efficace en termes de précision. Ah, il a mis quand même 4 incendies, donc ça commence à compter. Pour faute qui arrive à presque le toucher. Les torpilles ne porteront pas sur Confort, c'est évident. Et elles ne toucheront pas non plus Shimakaze qui était juste derrière. Mais au moins il a repoussé cette aile ennemie. Voilà les torpilles du Shima. Allez, on va essayer de mettre encore un incendie parce que là le Confort a un peu de mal. Pour l'instant, méthodiquement, il harcèle le Confort. Il est véritablement difficile. Et compte tenu de la puissance, et vous voyez, on a déjà vu des batailles de Falco avec les croiseurs japonais, c'est une constante chez lui. Il aime bien se cacher comme ça derrière une montagne, il sait qu'il n'est pas repéré, ou peut repérer, là il va bouger parce que il vient d'apprendre qu'il était repéré, donc il y a quelqu'un d'autre qui vient qui peut le voir, donc il faut qu'il bouge avant de se faire tirer dessus. Mais ça c'est une constante chez lui, hein. Avoiner un adversaire comme ça en étant caché derrière une montagne, c'est un grand classique chez lui. Et Confort, c'est lui, ne lui laisse aucun répit. Le
quel Courfourche perd beaucoup d'énergie à essayer d'éviter les tirs. Donc à dérégler sa propre mire. Maury, lui, toujours vivant, mais ils viennent de perdre un Courfourche. Donc c'est que les choses commencent à aller très très mal. Maury est toujours vivant, mais il y a maintenant plus qu'un tiers de sa vie. Ça va être très compliqué. Il est devenu catastrophe naturelle avec tout ce qu'il a mis à l'âge sandière. Oui, pratiquement 100 000 de dégâts. Ah, il a obtenu un achievement qui n'est pas fréquent. Non pas qu'il soit rare, hein, mais on le voit peu sur la chaîne. Et voilà, enfin, catastrophe naturelle et pyromane. Et il a détruit le Courfourche. Ça fait du bien. Toujours caché derrière son île. Il y a quand même 2 cuirassés qui sont susceptibles de le détruire s'il se pointe trop vite. Un Iowa et un autre Courfourche. Il a été relativement négligé par ces 2 navires qui pouvaient peut-être avoir des solutions de tir sur lui. Tout petit avantage, hein, 25 points à peine d'avance pour les Verts. Cinq marmottes qui te tuer. Pourtant le Courfourche ne recule pas. Est-ce que ce sont des torpilles dissuasives pour éventuellement un DDD qui m'aurait échappé? Pas. Là, il est divisé, il a énervé quelqu'un. Le Courfourche, justement. Et là, il est parti pour faire la même chose sur le deuxième Courfourche. Et allez donc, incendie. Ah, et d'un coup, ils ont perdu 2 navires. Et Maury est toujours vivant. Néanmoins, ils ont un cap de moins. Alors, bien sûr, avec 2 navires, plus que 2 navires, ça fait un gros différentiel. Leur porte-avions est plutôt bien à l'abri, comme on peut le voir sur la minimap. Qui a même une tendance à être un peu éloigné de la bataille. Il est à 126 000 de dégâts et il a tanké pour 1 million, donc il est considérable pour un Mogami. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, 129 000 de dégâts. Évidemment, il farm, comme on dit, il fait son beurre, il fait sa pelote. Voilà, c'est le mot du Moyen-Âge qu'on utilisait. Faire sa pelote, c'est-à-dire faire son bénéfice. En espérant remettre un incendie sur le Courfourche. Voilà. Donc ça va monter doucement. Attention de ne pas se prendre une citadelle de phase du Courfourche. Wow. 137 000 de dégâts. Question est de savoir s'il arrivera à couler le Courfourche dans les 2 minutes qui restent. C'est le seul encore à pouvoir tirer sur le Courfourche. J'ai l'impression. Ah, Maury s'est fait sortir. Par le Shimakaze. Donc les 2 équipes sont à égalité parfaite. Et comme ils ont perdu, ils ont 2 caps, les rouges vont vite reprendre davantage. Il va falloir donc qu'ils sortent le Courfourche. Il n'y a plus 36 000 solutions. Il faut sortir le Courfourche pour faire gagner son équipe, sinon
Ah, les rouges, ils sont sur le point de faire basculer la partie, là. Ah, deux obus qui s'écrasent. Attention, ceux de là, il reste 3800 points de... Voilà, il lui a remis un incendie. Ça peut jouer. Non, il a instant tout de suite. Mais il lui reste 1600 points de vie. 1600 points de vie. S'il remet un incendie maintenant, c'est gagné. Ah là là, 500 points de vie. 500 points de vie. Et il aura sorti et il fait gagner l'équipe. Il fait gagner son équipe. Waouh. Voilà. Et ben voilà. Ils reprennent 60 points d'avance. Il reste plus qu'un croiseur, un cuirassé. Là, j'allais dire c'est un but important. Oui, c'est un but important. On est en période de Coupe du Monde. C'est un but capital parce que ben, c'est le but en or. Hein. Fallait le sortir avec deux caps. S'ils n'avaient pas sorti une confiance, les rouges, j'étais sûr de gagner. Le reste que le Shimakaze, dernier survivant, peut sortir le porte-avions et renverser à nouveau la tendance. Tout va se jouer sur très peu de choses. Ils ont négligé le Shimakaze. Le Shimakaze, il va le faire. Le Shimakaze rouge a déjà 2 kills. Non, ça ne suffira pas. Il reste 8 secondes. Le Shimakaze n'aura pas le temps de couler le porte-avions. Et voilà. Fin de la partie. Allez, on revient sur le port. Et là, on a mon Momogami avec sa version tourelle triple. Donc, sa version configuration croiseur léger. Un croiseur que j'apprécie vraiment beaucoup de jouer. C'est un monstre. C'est un vrai tueur. Alors, on regarde les écrans de bataille. 8200 d'XP 1640 XP libre. Pyromane et... allez, j'ai oublié. Pyromane et l'autre, c'était catastrophe naturelle. Voilà. 152 coups au but pour 156 900 de dégâts de navire coulé et une ribambelle d'achievement, enfin de mission en cours de faisabilité. Il finit que 4e, mais j'ai souhaité mettre cette partie parce que j'ai trouvé particulièrement intéressante en termes d'utilisation du croiseur. C'est une bonne, même s'il finit pas premier, et c'est Mori qui finit premier, ce qui est quand même impressionnant. Mori qui a énormément tanké et qui a joué comment dirais-je, l'arrière-garde et qui a protégé sa flotte tout le long. Donc, et le Mogami a fait véritablement un travail de harcèlement et ça travail de harcèlement n'est jamais complètement payé, on est plus dans le travailleur de l'ombre là. Ensuite, en termes de dégâts, en termes d'abord de distance parcourue, 77 km, ce qui est tout à fait sympa, 1 600 000 de tankés, ce qui est gros, beaucoup pour un tier 8, n'oublions pas quand même qu'il jouait contre des tiers 9 et des tiers 10. Hein. Essentiellement du tir à la HE, 392 au but, 151 en portée, donc on est sur un ratio d'un peu moins de 1 pour 3, pour 53 400 de dégâts. Par contre, 103 400 d'incendie. Après, vous vous étonnez pourquoi il est pyromane. Hein. Voilà une belle illustration de la manière de se servir d'un Mogami. Voilà pour la bataille du Mogami, donc, et on va enchaîner tout de suite avec un navire complètement différent, qui est, alors c'est un ancien rang 8, et c'est devenu un rang 7, c'est le New Orleans, et là je veux vous montrer absolument la différence qu'il y a entre le gameplay de ces deux navires. Forcément, pas de torpille, donc déjà on ne le voit pas et on n'évolue pas de manière à se mettre en position pour lâcher des torpilles, comme avec le Mogami. On cherche sa position. Alors, il y a deux gameplays possibles en New Orleans. Soit vous vous mettez derrière les rochers, et c'est généralement le gameplay le plus utilisé pour les croiseurs américains. Se mettre derrière les rochers et essayer de tirer en faisant un petit coup en avant, un petit coup en arrière. Genre ce qu'on appelle le peekaboo sur World of Tanks. Ça marche moyen avec les navires, hein, et c'est pas très roleplay en prime. Mais bon, il y en a qui s'obstinent à vouloir le faire.
Là, on va voir un New Orleans avec un autre type de gameplay que ce picabou, entre guillemets. Et on va voir ce qu'il en est. À tout de suite en bataille. Allez, on enchaîne. 5 secondes bataille, nous sommes avec un croiseur lourd américain. Donc, le New Orleans. Le New Orleans, nouvelle mouture, c'est-à-dire celui qui a été, on va dire, entre guillemets, rétrogradé hein, au rang 7, puisque c'était un rang 8 jusqu'au changement des deux lignes de croiseurs, l'arrivée des croiseurs légers. Donc, le partage de ces deux lignes a fait que le New Orleans a descendu d'un tiers, ce qui lui a grandement aidé, parce qu'il garde sa puissance de feu. Alors, le croiseur américain, hein, par rapport au japonais, il y a deux, trois petites choses. Déjà, le blindage est un tout petit peu plus faible. La puissance de feu est très comparable à celle du Mogami. Le souci, c'est que, bon, il n'a pas de torpille, déjà, hein, on va dire. Il n'a pas forcément une portée géniale, 16 km 2. Il n'a pas grand-chose pour lui au niveau de la dissimulation, 12,4. Ça reste un navire extrêmement fragile, même en tier 7. Néanmoins, on va voir comment il se débrouille. Alors, il va dans une direction que je n'oserais pas aller, dans laquelle je n'oserais pas aller. J'y ai été déjà, mais ça s'est jamais très bien terminé pour moi. J'ai essayé en cuirassé, en DD, en croiseur. Ça ne s'est jamais bien passé, et pour cause... La flotte rouge, généralement, arrive en force sur C. Et tous les malheureux verts qui viennent se positionner ici, généralement, le vivent assez mal. Enfin, ils ne le vivent pas du tout, hein, puisqu'ils disparaissent assez vite. Alors, ils se focalisent sur... Alors, il y a du Pensa, du New Orleans. Je vais pas regarder, on regarde un peu la bataille. 3 DD, Fubuki, Fuchun, T22. En termes de cuirassés, 5 cuirassés, ça va du T7 au T5. Nagato, New Mexico, double Iron Duke et Koenig. Sinon, les croiseurs, c'est du Furutaka, Pensacola et double New Orleans. Donc ça va, de ce côté-là. Alors bien sûr, il est passé à la paix, puisqu'il va croiser un Pensacola. Et sa merveilleuse citadelle flottante. Dans 4 minutes, c'est le début d'un cyclone. Que du bonheur, je vous dis. Une jolie petite sable à 5000 là pour commencer, c'est bien. Ça met en forme, ça met en joie. Il essaye de rester sur le Pensacola, mais encore faut-il qu'il le voie. Un Falco qui a évidemment pas pris de camo. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Faut mettre des camos, même des camos minuscules. Il faut toujours mettre des camos. Après Falco, bon, c'est un excellent joueur. Il peut se le permettre. Mais bon. Ça par contre, il suffit que je dise c'est un excellent joueur et il vise la montagne quand même. Hein. Ça m'étonnerait que ça touche ça. Voilà, il reste bien derrière les îles. Voilà, j'attire votre attention là-dessus. Croiseur américain, c'est ce qu'on appelle dans le Midi un arapède. Hein. C'est un bulot. Il faut qu'il soit derrière les îles. Il n'a pas de blindage, donc il se sert des îles pour se protéger. Pas mal le tir sur le Pensa. Encore, ils viennent de se prendre une sacrée châtaigne. Voilà, petite citadelle sur le Pensa. Il en est déjà à 15 000, mais il prend cher, là. Donc, il recule. Il essaye quand même un dernier coup sur le Pensacola, histoire de lui mettre encore une petite chouquette. Mais il est bien visé par le Koenig et le New Orleans. Et le Pensa, d'ailleurs. Et citadelle sur le New Orleans. Il en est à 2 citadelles, 23 000 de dégâts, mais lui il est à 50% de sa vie, ça va devenir un petit peu compliqué.
Donc on va voir comment il va se débrouiller pour s'en sortir. Parce que forcément, hein, sans vouloir spoiler, j'ai mis cette bataille, c'est qu'elle avait quelque chose d'intéressant. Il va pas s'arrêter là. Et allez, deux citadelles maintenant sur le Furutaka. Le New Orleans a réellement gagné en perdant un rang. Et un joli tir peut-être. Bon, il n'a pas réussi à sortir le Furutaka. C'est dommage. Par contre, il continue à prendre très cher. Et ça, le heal, ça va lui manquer au bout d'un moment. Ah, il est obligé de partir. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment un endroit très exposé. C'est pas un bon endroit pour les croiseurs, en plus, ce coin de la map. Je le déconseille vraiment fermement, sauf si vous y allez en force avec toute la flotte et que vous poussez. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun intérêt à aller là. Enfin, Falco a réussi à mettre un certain nombre de navires entre lui et la flotte ennemie. Donc ils vont s'attirer un petit peu l'attention des ennemis. À la paix, il va essayer peut-être de tirer sur le Koenig. Ça m'étonnerait quand même, c'est pas très intéressant. Koenig est de flanc, malgré tout. Alors à la paix, peut-être qu'il va lui réussir à lui faire des dégâts. Avec il n'y a pas beaucoup d'ennemis visibles. Ils sont tous bien planqués, sagement. Alors ça, c'est un tir un tout petit peu optimiste, on va dire, mais qui sait. S'il fonctionne, ça fait kill. Hein. Non, le Pensa s'est fait sortir par le Texas. Il vient de heurter un Kongu, d'ailleurs, je crois. Ouais, il vient de heurter le Kongu. Allez, un peu, on tente de se mettre un feu. Alors que le T-22 vient d'apparaître. Remarquerez qu'en ayant perdu la moitié de sa vie, il est devenu beaucoup plus prudent. Il s'éloigne il s'éloigne. Il n'hésite pas. Il faut pas hésiter hein, à reculer, à s'éloigner d'un champ de bataille qui a un petit peu trop, comment dirais-je, vous avez un petit peu trop de dégâts, vous concédez un petit peu trop de dégâts. Vaut mieux s'éloigner, perdre un peu de temps, essayer de rester vivant pour refaire des dégâts plus tard. Pour l'instant, l'avantage est légèrement à l'équipe verte qui a 2 caps, plus 2 kills d'avance. Là, il forme un peu ses dégâts sur le Koenig. 5 coups au but quand même. Il a 44 000. Là, il revient un tout petit peu. C'est peut-être optimiste, attention quand même. C'est le seul de sa flotte à se diriger vers l'ennemi. Il risque d'attirer l'attention sur lui. Ceci dit, s'il pouvait mettre un incendie sur le Koenig... Ah, il découpe quand même, hein. Et il reste sur le Koenig, bien sûr. Il faut essayer de sortir. Mais un ratio d'incendie assez moyen. Et cyclone qui devrait pas tarder, n'empêche. Alors, est-ce qu'il va sortir le T-22? Ce sera un bon truc, ça. Un joli salve. Boum. Voilà. Excellent. Il a d'ores et déjà accompli sa mission. Et il a mis un incendie. Frappe double. Le Koenig frappé avec un incendie. Voilà qui est bien. Alors là, il a plus que rentabilisé sa partie. Le New Orleans reste planqué. Il faudrait qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Donc Falco se dirige pour aller le finir. Et va aller chercher le cap en plume. Alors vous noterez qu'il est à la contre-emploi de ce que font les Américains habituellement. Il est tout en mouvement. Toujours en mouvement. C'est à prendre en compte. Là, il peut pas tirer sur le DD qui fout la panique sur un de ces 2 cuirassés alliés là-haut, là. Le Kongu, le Texas. Le voilà, le New Orleans, il a sagement, voilà, Citadelle, sagement chaussé les AP. Et en prime, un kill, et en prime, il va se charger du cap. Attention, il est repéré. Alors, il est repéré par qui? Il y a un Pensa encore dans le coin? C'est peut-être le Pensa ou le Fubuki.
C'est le Foubouk. Encore une... et il obtient soutien. Encore un signe qu'il est très attentif et très concentré sur à ce qu'il fait. Vous remarquerez, il est en train... Il va sortir le Foubouk à l'incendie. Attention. Voilà. 4e kill. Et il capte. Et il va chercher le Pensa. Il va prendre cher, mais ça vaut le coup, là. S'il sort le Pensa, c'est le Kraken. Peut-être en le ramant, ce serait un petit peu osé, mais bon. Ça finirait la game d'une manière fantastique. Il reste 985 points. Il reste donc 15 points à marquer. Allez, il faut le ramer. Ce sera... Ouais, mais le Pensa est d'accord. Il vient se mettre devant. Allez, rame. Et fin de la bataille. Non, pas fin de la bataille. Il reste 988. 12 points. Mais au moins, il a gagné soutien. Kraken. Voilà, un Kraken en New Orleans. Pas banal. Voilà pour cette bataille avec le New Orleans. J'espère qu'elle vous aura été profitable. C'est vrai que ça finit par un ram. Ça a un petit côté un peu too much, mais bon, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Alors, les écrans. 2494 d'XP. Probablement pas la première bataille du jour. La première victoire du jour. Frappe soutien, donc. Frappe double et Kraken. Ce qui est assez conséquent. 5 kills, donc, 62 coups au but, 70 000 de dégâts, 5 citadelles. Il a tout simplement joué son rôle de croiseur lourd. Il ne finit que second, malgré cet excellent travail. Le Texas devant a pas mal profité, parce que c'est un tier 5 quand même, bravo à lui. Il finit lui second avec 1630 points d'XP de base. Il a donc parcouru 40 km 54, tanké 508 200, heureusement que 508 200, parce que c'est un croiseur américain, encore une fois. Comme vous pourrez le constater, il a beaucoup switché à PHE, quasiment du 50-50. Hein. 108 000 à la P, 108 au but à la P, 99 à la HE. Pour un ratio à chaque fois de 1 pour 3. Donc il a été extrêmement, comment dirais-je, constant dans son effort. Il a fait pour 62 000 de dégâts, rien qu'avec sa batterie principale. La batterie secondaire, il a quand même réussi à faire 594 à la batterie secondaire. 4500 à l'incendie. Non, 3500 à l'incendie. Et 4500 avec les pronages. Voilà, ça c'est fait. Et comme il n'est pas premium, eh bien, il a gagné 2493 points d'XP de commandant. Voilà pour le New Orleans. Vous aurez noté son gameplay tout en mouvement. Vous aurez noté aussi que le gameplay du Mogami était beaucoup plus statique. Il se cachait derrière les îles, mais c'était situationnel. À la limite, on pouvait tout aussi bien jouer le Mogami en perpétuel mouvement, comme il avait fait avec le New Orleans. Là, c'était situationnel. Il s'est adapté réellement à la carte, à la situation, aux positions ennemies. Et c'est bien sûr ce qu'il faut faire quand on est, et surtout quand on est en croiseur. Vous n'avez pas de solution de repli, sauf si vous jouez derrière les îles. Et même derrière les îles, vos chances de vous en sortir sont extrêmement minces. Il faut que ce soit juste situationnel et vraiment très provisoire que c'est derrière les îles. Enfin, pour ma part, je ne trouve pas ça très bien, personnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir, commenter, liker. Et ben, quant à nous, on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.